J'ai 83 ans et je veux vous dire quelque chose que je ne dis pas à la légère. Je pensais que le bonheur était un trait de personnalité, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Je regardais certaines femmes plus âgées, les calmes, les stables, et je supposais qu'elles étaient simplement faites différemment. Puis Vincent est mort. Puis mon téléphone a moins sonné. Puis mon corps a changé. Puis je suis tombée et je suis restée sur mon propre sol pendant 11 heures, incapable d'atteindre de l'aide, à écouter ma maison comme si elle m'avait oubliée. Et après ça, j'ai vu à quelle vitesse les gens commencent à décider de votre vie pour vous quand ils sentent que vous êtes vulnérable. Alors voici ma confession. Je n'ai pas trouvé la paix en ayant plus de chance. J'ai trouvé la paix en étant plus stricte avec moi-même sur de petites choses. Pas dures, juste constantes. Les personnes les plus heureuses que je connais après 70 ans n'ont pas des vies parfaites. Elles ont des habitudes quotidiennes qui les empêchent de couler. Et regardez, je sais que certains d'entre vous sont assis là en pensant Laura Grace, mes journées sont calmes, mes enfants sont occupés, ma santé n'est pas terrible, je suis seule. Je vous entends, je vis ce même calme, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Le bonheur après 70 ans n'est pas un grand événement. Ce n'est pas des vacances. Ce n'est pas quelqu'un qui finit enfin par bien vous traiter. Ce sont les petites choses que vous faites chaque jour qui empêchent votre cœur de durcir. Je vais vous donner 7 choses. 7. Et je veux que vous restiez avec moi parce que je vais vous dire celle qui m'a sauvée quand tout est devenu humiliant et lourd. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui vient ensuite, mais si vous avez peur de devenir invisible, vous devez l'entendre. La première chose que je fais chaque jour, c'est commencer par la gratitude avant de commencer par les plaintes. Laissez-moi expliquer. Quand je me réveille, ma première pensée pourrait facilement être « ma hanche me fait mal » ou « encore une journée seule » ou « je me demande si quelqu'un va appeler ». C'est là que l'esprit va si vous le laissez faire, le mien aussi. Alors je l'interromps exprès. Je pose ma main sur ma poitrine comme ça et je dis doucement « Merci, je suis encore là ». Pas parce que je fais semblant que tout va bien, parce que je me rappelle quelque chose de vrai. Je me suis réveillée, je respire, j'ai encore un jour pour faire des choix. Honnêtement, je n'ai pas commencé à faire ça parce que je suis spirituelle ou gentille. J'ai commencé à le faire parce que j'ai remarqué à quelle vitesse mes matins pouvaient tourner au vinaigre. Un matin aigre devient une journée aigre. Une journée aigre devient une vie aigre. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que la gratitude, ce n'est pas nier la douleur. C'est ne pas laisser la douleur être la première voix dans la pièce. La deuxième chose que je fais chaque jour, c'est bouger mon corps, même quand je n'en ai pas envie. Je ne parle pas de m'inscrire à une salle de sport et de soulever des poids comme si j'avais 40 ans. Je parle de mouvements qui me gardent capable. Après ma chute, j'ai arrêté de croire que je pouvais me reposer pour aller vers la sécurité. Le repos vous affaiblit. Le mouvement vous garde dans votre propre maison. Je règle un minuteur. Chaque heure, je me lève. Je marche jusqu'à la cuisine. Je remplis mon eau. Je fais quelques pas sur place. Je tiens le plan de travail et je lève mes talons. De petites choses. Faites attention à ce détail parce qu'il va compter plus tard. Je ne me lève plus vite. Je m'assois d'abord au bord du lit. Je pose mes pieds. Je me lève lentement. Je l'ai appris à mes dépens. Et regardez, certains jours je suis raide, certains jours mon dos se plaint. Mais je bouge quand même, doucement, parce que je ne fais pas de l'exercice pour avoir l'air bien. Je fais de l'exercice pour pouvoir me relever du sol si jamais je m'y retrouve encore. La troisième chose que je fais chaque jour, c'est prendre du soleil et de l'air frais,
même si ce n'est que 10 minutes. Ça paraît simple, presque idiot, jusqu'à ce que vous ayez passé trop de jours à l'intérieur de vos propres pensées. Quand Vincent est mort, je suis restée trop souvent à l'intérieur. En partie le deuil, en partie la peur, en partie l'habitude. Je gardais les rideaux à moitié fermés. Je restais avec la télévision allumée et j'appelais ça de la compagnie. Je ne me rendais pas compte que mon monde rétrécissait jusqu'à ce qu'il se sente trop petit pour y respirer. Alors maintenant je m'oblige à sortir, ou au moins à m'asseoir près de la fenêtre la plus lumineuse de la maison. Je m'assois. Je sens la chaleur s'il y en a. Je regarde ce qui se passe, des oiseaux, des voitures, des nuages, un voisin qui promène un chien. Vous savez ce qui m'a le plus surprise? Mon esprit se calme quand mes yeux ont quelque chose de réel à regarder. Le monde extérieur me rappelle que je fais encore partie de la vie, pas seulement un reste. La quatrième chose que je fais chaque jour, c'est créer au moins un moment de vraie connexion. Voilà le truc. Je vis seule. Je n'en ai pas honte. Je me suis battue pour vivre seule, en fait. Mais je refuse de devenir isolée. Il y a une différence. La connexion n'a pas besoin d'être une longue visite. Ça peut être un appel de 10 minutes. Une discussion avec ma voisine Hélène pendant que nous vérifions toutes les deux le courrier. Une conversation rapide avec la caissière où je la regarde dans les yeux et je dis « Comment se passe votre journée ?» comme si c'était une personne et pas une machine. J'avais l'habitude d'attendre que les gens viennent vers moi. Honnêtement, cette attente m'a rendue rancunière. Ça me faisait me sentir oubliée. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est qu'attendre est encore un choix. C'est juste un choix sans pouvoir. Maintenant, je vais vers les autres en premier plus souvent. Pas de façon dans le besoin, de façon humaine. Je pensais à toi. Comment tu tiens le coup? Parfois les gens sont occupés. Parfois la conversation est courte, mais ça compte quand même. Ça empêche quand même mon cœur de se flétrir. La cinquième chose que je fais chaque jour, c'est garder mon esprit actif et curieux. J'oublie des choses maintenant, oui. J'oublie pourquoi je suis entrée dans une pièce. J'oublie des noms qui étaient faciles avant. J'oublie quel jour on est si je ne vérifie pas. J'avais l'habitude d'en avoir honte. Maintenant, je traite ça comme la météo. C'est là, je fais avec. Alors je lis. Je fais de petits puzzles. J'écris des notes. Je regarde quelque chose d'éducatif au lieu de laisser les infos me crier dessus toute la journée. Je demande à Claire de me montrer comment faire quelque chose sur mon téléphone sans faire semblant que je sais déjà. Et regardez, être débutante à 83 ans, c'est humiliant. Mais l'humilité vaut mieux que la stagnation. Je ne le savais pas à l'époque, mais rester curieuse est l'une des formes d'indépendance les plus fortes qui existent. La sixième chose que je fais chaque jour, c'est manger au moins un repas avec paix. Celle-ci m'a surprise. Après la mort de Vincent, les repas sont devenus un problème. Cuisiner pour une seule personne semblait inutile. Je grignotais. Je mangeais debout. Je mangeais avec la télévision à fond parce que le silence me rendait triste. Puis mon énergie a baissé. Mon humeur a baissé. Mon corps s'est senti plus faible. Alors j'ai commencé à traiter les repas comme du soin plutôt que comme des corvées. Je m'assois, j'éteins la télé pour au moins un repas, je prends une respiration, je dis doucement « merci ». Et honnêtement, parfois je ressens encore la chaise vide en face de moi. Vincent me manque encore. Mais le fait qu'il me manque n'est pas la même chose que de me punir. Voilà le truc. Quand je mange avec paix, je me dis que je mérite d'être nourrie correctement. Ça compte plus que ce que les gens réalisent. Maintenant, la septième chose.
C'est celle que j'ai promis de garder pour la fin. C'est celle qui m'a gardé en vie émotionnellement quand je me sentais humiliée, coincée et qu'on parlait par-dessus moi. Je termine ma journée en la laissant partir, pas en la résolvant, en la relâchant. Laissez-moi expliquer. La nuit, c'est quand les regrets s'alignent comme s'ils avaient attendu toute la journée. Des choses que j'aurais voulu dire autrement, des conversations qui se sont mal passées, l'inquiétude que mes enfants essaient de me placer encore, la peur d'une autre chute, la douleur que Vincent ne soit pas là. Si je laisse mon esprit partir en roue libre la nuit, il va me dévorer, et alors je ne dormirai pas, et alors demain sera pire. C'est comme ça que les spirales commencent. Alors, avant d'éteindre la lumière, je m'assois au bord de mon lit et je me pose une question. Qu'est-ce que je tiens en ce moment que je ne peux pas réparer ce soir? Ensuite, je le nomme. Je ne fais pas semblant que ce n'est pas là. Je dis, je m'inquiète pour ma santé. Je suis blessée par ce que David a dit. Vincent me manque. J'ai peur. Et ensuite, je dis, à voix haute, je laisse cette journée partir. J'en ai fait assez. Je mérite de me reposer. Certaines nuits, j'ajoute, je me pardonne. Parce que, honnêtement, j'en ai eu besoin. J'ai fait des erreurs. J'ai dit des choses que je regrette. Je me suis accrochée trop fort à mes enfants parfois et je les ai éloignés. J'ai dû apprendre à vivre avec moi-même et c'est là que l'histoire devient lourde. Quand mes enfants m'ont mise à Meadowbrook pendant ces 30 jours après ma chute, la nuit était le pire. J'étais allongée là et j'entendais le bruit du couloir et je pensais, c'est ça? C'est là que ma vie se termine? Je me sentais comme un fardeau. Je me sentais complètement invisible. Et puis j'ai commencé à faire ce que je viens de vous dire. J'ai commencé à terminer la journée avec du lâcher-prise au lieu de la panique. Je chuchotais à Vincent. Je suis toujours moi. Je suis encore là. Je me disais, tu vas te battre pour rentrer à la maison. Et je l'ai fait. Après cette chute, après Meadowbrook, après les disputes avec mes enfants, j'ai commencé à écrire ces petites habitudes. Juste pour moi au début. De petites règles et des rituels pour ne pas retomber dans la peur. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre les lirait un jour. Je ne le savais pas à l'époque, mais ma petite fille Claire a trouvé les notes et m'a dit que d'autres femmes en avaient besoin. Elle m'a aidé à le mettre en ligne. Elle a appelé ça le guide définitif de la liberté. Ça me fait encore bizarre, honnêtement. Mais je vous le dis parce que ces notes venaient du moment exact où j'ai réalisé que de petits choix quotidiens étaient la seule chose entre moi et le fait de perdre ma vie au profit des décisions des autres. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez. N'essayez pas de faire les 7 demain. Choisissez-en une, juste une. La gratitude quand vous vous réveillez. 5 minutes de mouvement, 10 minutes de lumière, un appel téléphonique, 10 minutes d'apprentissage, un repas en paix, un lâcher-prise au coucher. Une. Parce qu'une petite habitude pratiquée chaque jour devient un radeau de sauvetage. Maintenant, je vais finir avec quelque chose qui est difficile pour moi à admettre, mais je vous ai promis la vérité. Mon fils David m'a rappelé cette semaine et a dit « Maman, enlève ce livre, tu embarrasses la famille, les gens regardent. » Linda a dit des choses similaires. Et j'y ai pensé. J'ai 83 ans. Je n'essaie pas d'être une femme d'affaires. Ça m'embarrasse de vendre quelque chose. J'ai été élevée à garder les affaires de famille privées. Mais des femmes continuent de m'écrire en disant qu'elles se sentent enfin vues. Elles disent qu'elles sont terrifiées à l'idée de perdre leur maison. Elles disent que leurs enfants leur parlent comme si elles étaient déjà parties. Elles disent qu'elles veulent de la dignité et ne savent pas comment s'y accrocher. Alors je vais être directe. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais le retirer bientôt, parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue de me mettre la pression.
Donc si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui vous a touché, cliquez maintenant. N'attendez pas. Et si vous vous êtes senti compris ici, laissez un like. Ça me dit de continuer à venir à cette table, même quand ma famille préférerait que je ne le fasse pas. Je lis chaque commentaire que vous laissez, chacun. Dites-moi lequel des 7 vous allez essayer en premier. Je suis là. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois ici et je vous dis la vérité, parce que le bonheur tranquille après 70 ans, ce n'est pas de la chance, c'est de la pratique. Et nous le méritons.